Antonio Stradivari vit et œuvre. Bienvenue dans Our Stradivari Code, votre podcast sur le monde fascinant des instruments à cordes. Installez-vous confortablement et plongez avec moi dans la vie du luthier exceptionnel Antonio Stradivari. Imaginez-vous déambulant dans les ruelles étroites de Crémone. De petites maisons sont côte à côte, des enfants jouent dans les rues, des marchands vantent leurs marchandises, et quelque part, derrière une porte discrète, on entend le grattement rythmique d'un rabot. Des éclats de bois tombent au sol, une odeur de résine, de nouveau érable, emplit l'air. Ici travaille un homme dont le nom résonne encore comme une magie des siècles plus tard, Antonio Stradivari. Nous savons peu de choses sur son enfance. Il est probablement né en 1644, peut-être quelques années plus tôt. Les sources restent silencieuses, et peut-être est-ce justement ce mystère qui l'entoure. La seule certitude est qu'il a grandi dans une ville qui, à l'époque, était déjà considérée comme le cœur de la lutherie. Crémone était déjà marquée par la famille Amati, en particulier Niccolò Amati, considéré comme le maître et l'exemple d'une génération entière de luthiers. Il n'est pas définitivement prouvé que Stradivari ait effectivement été son apprenti chez lui, mais tout indique que oui. Ses premiers instruments portent en tout cas les traces de l'école Amati, élégants, fins, presque fragiles. Mais Stradivari n'était pas un homme qui restait fidèle à la tradition. Il a rapidement modifié les formes, agrandi les contours, recherché plus de volume, un son qui n'était pas seulement délicat et doux, mais aussi puissant et pénétrant. Pas à pas, il a développé une écriture propre et s'est fait un nom immortel à Crémone, Stradivari. Il s'est marié 2 fois. Avec sa première épouse Francesca Ferraboschi, il a eu de nombreux enfants. Après sa mort, il s'est remarié, cette fois avec Antonia Zambelli. Son atelier n'était pas seulement un lieu d'art, mais aussi une maison familiale vivante. Ses enfants ont grandi entre des établis de menuiserie et du bois sonore, et 2 de ses fils, Francesco et Omobono, ont travaillé plus tard à ses côtés jusqu'à un âge avancé. Il est fascinant de voir comment l'atelier de Stradivarius et sa famille se sont fusionnés. On doit imaginer la vie là-bas comme une activité animée. Le maître, avec ses 2 fils aînés, coupant du bois, peut-être quelques aides aiguisant des outils, des clients venus de toute l'Europe entrant et sortant, des musiciens ayant entendu parler de la qualité des instruments de Stradivarius et qui essaient maintenant eux-mêmes des instruments. Stradivarius n'était pas l'artiste solitaire travaillant dans l'ombre, mais un maître dirigeant un atelier florissant avec une organisation claire, de grandes exigences et une énergie infatigable. Sa grande apogée, aujourd'hui appelée la période dorée, a commencé en 1700 et a duré environ 2 décennies. Au cours de ces années, sont apparus les violons les plus célèbres du monde, le Messiah de 1716, le Lady Blunt de 1721 et bien d'autres, qui sont encore aujourd'hui vénérés par les musiciens et leur public. Ces instruments, bien que tous modernisés depuis, sont un miracle d'équilibre. Ils combinent chaleur et puissance, brillance et profondeur. Des solistes de différentes générations disent avoir le sentiment que ces violons chantent d'eux-mêmes, qu'ils sont plus que de simples instruments, presque comme des voix vivantes. Mais Stradivari ne fabriquait pas seulement des violons, il fabriquait aussi des altos, des violoncelles, des luths et quelques guitares. Au total, il doit y avoir eu plus de 800 instruments, dont environ 650 existent encore aujourd'hui. Le fait que tant d'instruments aient survécu témoigne de la qualité de son artisanat et du soin qu'il apportait à chaque pièce. Les propriétaires de ces instruments étaient toujours conscients de posséder quelque chose de précieux et prenaient donc particulièrement soin de leurs trésors. Stradivari vivait à une époque extrêmement mouvementée. Le nord de l'Italie était marqué par des changements de pouvoir constants, par des guerres, par de graves épidémies comme la peste qui ravagèrent les villes. Et pourtant, il s'accrochait inébranlablement à son travail. Peut-être était-ce cette constance qui a façonné sa vie, tandis que le monde autour de lui changeait sans cesse, il poursuivait sans relâche la construction de ses instruments, pièce par pièce, instrument par instrument, sur des décennies. La continuité de sa qualité créative est incroyable et fascinante. Les violonistes des générations suivantes l'ont toujours considéré comme un modèle et le font encore aujourd'hui. Il a lui-même vécu une vie exceptionnellement longue. En 1737, il mourut à Crémone, probablement à plus de 90 ans, un âge avancé pour l'époque. Il fut enterré dans l'église San Domenico. Son atelier fut transmis à ses fils Francesco et Omobono. Mais même s'ils étaient des luthiers compétents et formés, ils n'atteignirent jamais la grandeur de leur père.
Dès que le regard critique du père s'éteignit, la qualité du travail de ses fils diminua. C'était comme si une époque se terminait avec lui. Aujourd'hui, près de 300 ans après sa mort, ces instruments sont toujours au cœur du monde musical. Ils ne sont pas seulement des objets culturels extrêmement prisés, témoins de l'époque la plus prospère de la lutherie de Crémona, des sculptures uniques de l'artisanat européen, mais surtout des partenaires vivants de musiciens exceptionnels. Des grandes salles de concert du monde entier aux studios d'enregistrement les plus célèbres, lorsqu'une Stradivarius joue, on entend quelque chose de difficile à exprimer avec des mots. C'est comme si une partie de son âme vivait à travers ses violons. Et peut-être que c'est précisément cela le plus grand héritage de Stradivari. Il a créé à partir de bois des voix qui traversent les siècles, des voix qui racontent des histoires, qui éveillent des émotions, qui dépassent les frontières. Antonio Stradivari n'était pas un magicien, et pourtant, son œuvre dégage quelque chose de magique. C'était un homme de chair et de sang, avec une famille, des soucis et des devoirs. Mais il était aussi un visionnaire fort, qui dans chaque pièce de bois qu'il travaillait entendait le son d'une éternité. Lorsque nous marchons aujourd'hui à Crémone, que nous passons devant sa première maison encore debout, ou que nous regardons les outils et les nombreux instruments d'Antonio exposés au Museo del Violino, nous ressentons la brise de sa grande aura. Et lorsqu'une Stradivarius est entendue lors d'un concert, nous savons que ce n'est pas seulement un instrument qui résonne, c'est une vie qui résonne. La vie d'Antonio Stradivari, l'homme qui fit chanter le bois, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir réécouté le Stradivari Code. Abonne-toi à notre podcast, partage-le avec d'autres et continue de nous accompagner dans ce voyage acoustique dans le monde fascinant des instruments à cordes. Reste curieux. À bientôt!